Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au gala scientifique francophone de l'année. Merci d'être là, merci d'avoir bravé les intempéries. Merci d'être ici pour ma thèse en 180 secondes, le concours international francophone qui met à l'honneur la créativité et la force de la recherche en français. Je suis André Corot et je suis le chargé de communication de l'Institut français de Bucarest parce qu'il faut savoir que ce concours est organisé par deux institutions, l'Institut français de Bucarest et l'Agence universitaire de la francophonie en Europe centrale et orientale. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous présenter Marine Villemur, qui est chargée de mission pour la coopération scientifique à l'Institut français de Bucarest. Et c'est elle, en fait, qui se trouve derrière tout ça. C'est-à-dire que tout ce que vous allez voir ce soir, c'est Marine. Oui, en effet. Alors, bonsoir à tous, bienvenue. Merci de vous être déplacés malgré le temps pas vraiment propice au déplacement en ville. Alors, ce concours donc, permet... Alors, c'est un concours exclusivement dédié aux doctorants et aux jeunes docteurs. Alors, ce concours, le principe est simple. Les doctorants, en fait, ont 3 minutes pour présenter leur sujet de thèse d'une manière vulgarisée, donc en termes simples, et en 3 minutes seulement, et aussi en français. Alors, donc c'est un excellent exercice en fait de vulgarisation scientifique et un excellent aussi moyen pour les candidats et les doctorants. C'est un fabuleux exercice de communication et un très bon moyen pour le grand public de découvrir le monde de la recherche. Alors, mon client va chez le notaire et le demande. Cher maître, mon mari vient de décéder sans laisser aucun testament. Notre remariage a duré 3 ans, pendant lequel nous avons acquis une maison et une voiture. Mon mari était banquier et je m'occupais de la maison. Il faut mentionner que le défunt a eu 100 enfants d'autres mariages. Dites-moi s'il vous plaît, quels sont mes droits successoraux? Selon les dispositions du Code civil roman, le notaire lui répond: vous recevrez un quart en pleine propriété du bien de la masse successorale et 3 quarts reviendront aux autres descendants. Le client s'en va contente. En même temps, chez un autre notaire avec le même état de fait, se présente l'un des enfants du défunt. Apprenant qu'il acquérera une moindre part de la succession que les conjoints survivants, car cette part du 3 quarts se divise également aux 5 enfants, il devient intrigué. Cher maître, je me sens mécontente. Comment c'est possible? À partir de cet état de fait, nous nous proposons de démontrer en quelle mesure conférer un droit d'usufruit, c'est-à-dire les droits d'usage et les droits aux fruits, pourrait atténuer les inégalités existantes entre le droit successoral du conjoint survivant et le droit successoral du membre de sa famille. Pour arriver à une conclusion pertinente, nous ne nous résoudrons pas tel que le législateur roman et celui québécois seulement à l'attribution d'une part en pleine propriété. Nous étudions la faisabilité du conférant les droits d'usufruit au conjoint survivant selon la qualité du descendant, tel que la législature en France et dans l'État de Louisiane, ou selon le nombre des enfants après le modèle italien, ou en vertu de la durée du mariage, comme prévoyait la Légion Caradja. En conclusion, nous finissons par une citation d'un grand écrivain roman qui a dit: la mort est un phénomène naturel. Les gens, et ici nous ajoutons les juristes, les font épouvantables. Merci. Il était une fois le conte du fait. C'est peut-être de cette manière que je devrais commencer le conte métatextuel de ma thèse. Julien Gracq, critique écrivain français contemporain, disait que tout livre pousse sur d'autres livres. Pousser sur, voilà le mot-clé qui transmet l'idée de renaissance et de diversité, l'essence de ce processus de récréation et de réinvention d'un texte dans un autre texte littéraire. Pour parler de manière un peu théorique, en fait, il s'agit du processus de réécriture, concept clé dans la littérature et dans la critique contemporaine. Et pour donner un exemple concret, je peux vous parler d'Ulysse, en fait, parce que ce processus de réécriture est connu plutôt dans le cas
académique. Et James Joyce, dans son roman, renvoie d'une manière plus ou moins explicite aux aventures du héros homérique. Mais en fait, le conte du fée n'en fait pas exception. Et c'est à l'époque contemporaine qu'il connaît des métamorphoses tout à fait originales. Du métatexte à la parodie, au pastiche, au théâtre, au roman et au spectacle théâtral, le conte du fée prouve encore une fois son caractère universel et caméléonesque. Et en fait, pour donner un exemple plus clair, on peut parler par exemple de la pièce de Joël Pomera, écrite en 2012, qui s'appelle Cendrillon. En fait, on a l'impression qu'on doit lire un conte du fée, mais le conte du fée n'est plus un conte du fée. Le changement qui bouleverse premièrement le lecteur, c'est en fait la transmission de l'épique vers le dramatique, changement essentiel dans le processus de métamorphose du conte du fée. Et en fait, le matériau du conte du fée, il est dilué. On s'aperçoit qu'on connaît une fée qui, bien qu'elle existe dans la pièce de théâtre, elle devient ridicule quand elle essaye d'exercer ses pouvoirs magiques. En même temps, le langage argotique contemporain se glisse dans les répliques de chaque personnage. La pièce de Joël Pomera n'est pas le seul exemple. En fait, on peut donner l'exemple d'Amélie Nothomb, qui a écrit un roman qui s'appelle Barbe Bleue, ou des petits récits écrits par Michel Fournier, comme par exemple Barbe d'Or ou Pierrot ou Le secret de la nuit. En fait, ce que je me propose, c'est de décrypter ce jeu de palimpseste, c'est-à-dire de l'écriture sur l'écriture, et de montrer comment un hypertexte, c'est-à-dire un texte de l'époque contemporaine, change fondamentalement un hypotexte, c'est-à-dire la version originale d'un conte du fée. À travers l'étude de l'intertextualité et de la méthode comparative, je me propose en fait d'analyser les changements que les contes de Charles Perrault, de Claire Grimm ou de Hans Christian Andersen subissent. Je me propose de montrer qu'il y a la transition du lépique vers le dramatique qui est le plus important changement dans ce processus et de voir exactement comment ces nouvelles versions du conte du fée s'inscrivent dans l'univers du lecteur contemporain et répondent aux besoins du lecteur contemporain. Je vous remercie. Alors, il s'agit de Cristina Todokaru, qui nous vient de l'Université de l'Ouest de Timișoara, faculté de sciences politiques, philosophie et sciences de la communication. Son sujet de thèse ce soir, qu'elle va vous présenter, est l'impact d'une expérience de mobilité Erasmus+ sur les étudiants roumains concernant le développement des compétences interculturelles comme prémisse de la cristallisation d'une identité européenne. Oui. Bonsoir. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez de l'existence du programme Erasmus? Avez-vous des amis qui ont été dans une mobilité d'études? Si la réponse est positive, alors je suis sûre que vous avez déjà entendu des expressions comme « une fois Erasmus, toujours Erasmus » ou « tu ne restes pas le même après Erasmus » ou « Erasmus n'est pas une année de ta vie, mais plutôt ta vie dans une année ». En ce contexte, j'aimerais savoir plus de détails concernant l'impact d'une telle expérience sur les participants. Est-il vraiment significatif? Est-elle vraiment une expérience qui te change la vie, qui te donne de nouvelles lunettes pour regarder le monde? La réponse à cette question pourrait bien sûr être multiple, et un test de doctorat est trop court pour les en couvrir entièrement. Et donc, dans le cadre de ma thèse, je veux seulement faire un petit zoom-in sur la relation entre une expérience de mobilité et la cristallisation d'un sentiment d'identification européenne. Pourquoi ce choix, me direz-vous? Bien, c'est un choix de cœur pour commencer, car j'étais moi-même une étudiante Erasmus et cette expérience m'a beaucoup changé. De plus, j'étudie les sciences politiques et les études européennes et la question d'identité est un problème d'actualité qui m'intéresse beaucoup. En parlant d'identité, j'utilise l'approche constructiviste. Et l'approche constructiviste nous explique que l'identité est fluide, qu'elle peut changer, qu'elle peut être construite et reconstruite à travers des interactions avec les autres ou avec l'environnement. Prenons un exemple concret. Christina, une étudiante roumaine qui passe 9 mois à Bruxelles pour une mobilité d'études. Pendant cette période, elle prend le temps de voyager, de rencontrer des gens de toute l'Europe et de tout le monde. Elle découvre un peu de leur culture, de leurs habitudes, de leur mode de vie. Elle améliore ses compétences linguistiques. Elle vit dans un environnement international et comme ça, elle devient plus ouverte, plus curieuse, plus tolérante. Et donc, sans s'en rendre compte,
son identité peut prendre une nouvelle dimension, une dimension européenne. Enfin, ce que je veux souligner est que tout ne reste pas le même après Erasmus, jamais. Et que ta vie, ta identité peut être influencée en seulement 180 secondes. Ça, c'est juste le temps nécessaire pour décider d'appliquer pour une mobilité d'études Erasmus. Merci. Qui d'entre nous ne connaît pas Marilyn Monroe? Oui. Et qui d'entre nous ne connaît pas sa jupe et sa robe qui a été volée par le vent? Mais oui, elle appréciait cela. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde? Je ne crois pas. Mais c'est quoi le rapport avec mon sujet de thèse? Oui, le vent peut voler les cheveux des femmes, leurs jupes, mais aussi les toits des maisons à côté des tours. Et ma curiosité en tant qu'étudiante en doctorat m'a poussée à chercher pourquoi ce comportement. Alors après la consultation de pas mal de livres et d'articles, loin du vent bien sûr, dans mon cabinet, j'ai trouvé que c'est lié au bâtiment de la ville qui provoque cette accélération. Car quand le vent se balade tranquillement dans la ville, il va rencontrer des obstacles, qui va créer les zones en surpression et les zones en dépression. Alors le vent va tenter d'équilibrer les zones en dépression au niveau des coins et des passages. Car la nature a horreur du vide, comme Aristote a déjà dit. Mais pas que ça, j'ai tenté de voir ce comportement avec mes propres yeux. Alors j'ai construit un modèle, à une échelle plus réduite, je l'ai placé dans la soufflerie. Et le vent n'a pas tardé à sortir. Ce qui m'a permis de créer le vent, mais aussi de voyager dans ce comportement avec ses ennemis liés au bâtiment. Et savoir quelles seront les conséquences sur les piétons après une série d'exercices sur un modèle d'échelle réduite. En fait, de décrire un phénomène physique qui est le vent par un modèle mathématique. Mais c'est quoi le but de ma thèse en fait? C'est pour mettre en place des lignes directrices pour empêcher ces nombreux bâtiments de faire sortir le mauvais côté du vent. Surtout, c'est lié à un distributeur d'argent au niveau des passages et des coins. Merci. De l'université Babel-Bolyai de Cluj-Napoca, faculté de lettres, et Anna Maria va nous parler du paradigme de la différence dans les essais de Marguerite Yourcenar. Pour la vidéo, c'est quand même... Ouais. C'est mieux. En fait, je parle assez fort, donc je crois que ça va aller. Plus fort. Elle a le droit. Moi, je vois. Allez-y. Vous êtes prêts? Oui. Bonsoir à tout le monde. On parle de la différence comme d'un caractère, ensemble des caractères qui, dans une comparaison, un ordre, distingue un être ou une chose d'un autre être d'une autre chose. D'ailleurs, vous rappelez avoir fait pendant l'école, dans la classe des mathématiques, la notion de différence. C'était bien sûr le résultat de la soustraction de deux nombres. Mais savez-vous que la différence peut avoir aussi une fonction d'analogie, qu'elle peut rapprocher les gens, les éléments, au lieu de les éloigner? Voyons, je crois que vous aimez un peu essayer des choses. Par exemple, si vous êtes roumain et si vous connaissez le plage au sable fin de la mer Noire de Mamaia, en allant en France, à Dieppe, vous aurez la surprise de découvrir la côte d'Albâtre, reconnue pour ses plages de galets. Le sable fin qui vous est si familier, il fait défaut et marque la différence d'épaissement. Mais rassurez-vous, vous êtes toujours sur une plage, même en changeant de pays. Cependant, un problème apparaît lorsqu'on a une douzaine de patries comme l'écrivaine Marguerite Yourcenar. Comment établir l'analogie dans ces cas? L'objectif de ma thèse est de montrer que les essais yourcenariens, genre combien protéiformes, nous offrent une véritable leçon d'humanisme à travers les concepts de différence. Dans ces essais, l'écrivain nous parle de tout ce qui construit notre univers. Art, littérature, spiritualité, biodiversité, pas de différence dans les sujets. De plus, elle interroge toutes les époques, Antiquité, Moyen-Âge, modernité, pas de différence dans les temps. Ah, mais vous connaissez déjà ces œuvres? Ah oui, vous, les romans Mémoires d'Adrien, excellent. Et vous, la pièce La Petite Sirène, parfait. Et vous, les Nouvelles Orientales, magnifiques. Eh bien, l'écrivaine écrit dans tous les genres et sur tous les genres.
Ainsi, je me propose de montrer que l'académicien s'intéresse à une conception participative de l'humanisme où il n'y a pas, par exemple, de différence entre un arbre et un être humain. L'enjeu est toujours très actuel. Promouvoir la diversité et l'harmonie. Dans mes recherches, j'ai constaté que les essais yursonaliens encouragent le dépaysement et l'ouverture d'esprit. J'ai analysé et identifié les images et les figures récurrentes. Écrire sur un poète français de la Renaissance, Agrippa Domine, sur un poète grec moderne, Constantin Cavafy, sur un romancier américain, Henry James, montre sa disponibilité et sa soif de différence. L'approche de pays et d'époques si divers prouve qu'elle considère qu'on fait tous partie d'une même famille, la famille de l'humanité. Je vous remercie. Le temps est un élément essentiel dans la création et l'évolution du monde. Le chronos et le kairos sont divinités du temps de la Grèce ancienne. Le chronos est quantitatif, abstrait et linéaire, tandis que le kairos représente l'incarnation de l'opportunité. De l'Antiquité à l'époque moderne, le temps a été perçu dans sa dimension chronologique. Et puis, il a commencé à acquérir une dimension existentielle et morale. De nombreux penseurs, des philosophes, des hommes de sciences ont fait des contributions remarquables dans leurs efforts d'interpréter l'existence et la moralité. Parmi eux se trouve Evangelos Moutsopoulos, un philosophe grec qui a le mérite de ressusciter un vieil concept du temps à l'image de Kairos, et à partir d'ici, il a fondé une entière discipline de la kairologie qui n'est rien d'autre que la réponse à la question comment une valeur est née. Et pour ça, on a besoin d'une conscience, d'une occasion et bien sûr d'un objectif à atteindre en conformité avec le droit moral. Dans ma thèse, j'essayais de continuer le travail du philosophe en passant la théorie phénoménologique de la kairologie dans le domaine de la praxiologie et faire avancer mon propre concept intitulé Kairopraxis. Kairopraxis est basé sur les notions grecques praxis qui définit l'action, l'activité, et kairos qui définit le moment précis d'intervention dans le champ de la temporalité pour renforcer le bien toujours recherché et objectivé par l'action. Selon Aristote, dans l'Éthique à Nicomach, le praxis concerne les actions à la suite d'un choix délibéré et ensuite elles peuvent être jugées comme morales ou immorales. Pour être plus facile à comprendre, à retenir et à accepter, je mentionne que certaines caractéristiques du concept viennent en opposition avec le malpraxis. Mais faites attention, je ne dis pas que ces concepts sont en antithèse totale, parce que la kairopraxis est plus complexe et dans le cas de malpraxis, rien n'est intentionnellement mal. Mais je sais que le kairopraxis peut éliminer le malpraxis, l'involution, l'opportunisme, parce qu'elle détient des impératifs moraux qui peuvent le faire respecter dans la plénitude de la conscience les vraies valeurs, les normes et les conduites en question. La kairopraxis valide le bien dans son essence pure, soit sous la forme d'une conduite professionnelle, fidèle à une déontologie en question, soit se fait anonymement, en petits pas, dans la vie quotidienne, en termes des actes méritoires, de simples gestes de compassion, de gentillesse, d'élimination totale de cet intérêt dans le sens répréhensible du terme. Ces actions dynamiques de la conscience, validées par la kairopraxis, résument les trajectoires responsables et déterminantes des hommes dans l'évolution de la société. Je vous remercie beaucoup. Sont présents ce soir. Alors, il s'agit d'Andrei Diaconou qui nous vient de l'Institut de chimie macromoléculaire Petru-Bodou de Liège. Donc, Andrei va nous parler des nouvelles nano-plateformes polyvalentes pour l'administration des médicaments et des applications antibactériennes. Bonjour madame et messieurs, je vais vous parler de ma thèse de doctorat qui s'adresse à un problème très important de la médecine et de la vie moderne, qui est la résistance développée par bactéries contre les antibiotiques. La stérilité dans les hôpitaux est un très gros problème parce que les bactéries forment des biofilms qui est une barrière contre l'action de la
l'action de l'antibiotique. Cette barrière est un peu plus forte du passé et les antibiotiques sont inefficaces. Pour cette raison, ma thèse de doctorat propose deux stratégies pour combattre ce type de bactéries. La première stratégie, à gauche, est la synthèse d'une structure supramoléculaire qui a la multiples propriétés comme antibactérienne, biodisponibilité, biocompatibilité, et toutes ces propriétés sont données de petites molécules chimiques individuelles. Ici, la structure supramoléculaire a la propriété de passer les barrières du biofilm et après d'attaquer et d'éliminer les bactéries, l'ADN extracellulaire, la protéine et le polysacharide. La deuxième stratégie est l'utilisation de ces structures supramoléculaires synthétisées avec en le même temps avec un antibiotique classique. Ici, la structure supramoléculaire est comme un véhicule pour l'antibiotique et qui lui donne la protection et la mobilité. Ici, la structure supramoléculaire a la propriété de passer la barrière du biofilm et après attaquer et déneutraliser l'ADN extracellulaire, la polysaccharide et le protéine. Et après, de libérer les antibiotiques qui ont valu avec les antibiotiques, les bactéries. Les deux stratégies sont faisables parce que le composant du biofilm, l'ADN extracellulaire, les polysaccharides, les protéines sont chargés négativement dans les conditions physiologiques. Et la structure supramoléculaire synthétisée est chargée positivement dans les mêmes conditions. Et comme ça, il peut neutraliser le biofilm et les bactéries. Je veux vous remercier pour votre attention. Fière citoyenne du monde, je suis un chef d'orchestre américaine, naturalisée française, qui a déménagé en Roumanie il y a 4 ans. Je parle les langues de mes 3 pays, ainsi qu'une autre langue qui est vraiment universelle, celle de la musique. Et ma passion est d'utiliser ces 4 langues à faire des connexions avec et entre des gens venant de tout horizon. Lorsque j'ai commencé mon doctorat à Cluj, j'ai voulu choisir un sujet de thèse qui rendait hommage à mes 2 pays d'adoption, la France et la Roumanie. Ainsi, j'ai décidé d'explorer la relation entre Claude Debussy, roi de l'impressionnisme, compositeur français, et Bartók Béla, champion du folklore, compositeur d'origine hongroise venant de la Transylvanie. À première vue, les musiques de Debussy et de Bartók sont tellement différentes, de par leur style, leur goût. Mais quelque chose me troublait, parce que j'avais parfois l'impression d'écouter le fantôme de Debussy à travers les œuvres de Bartók. Mais comment est-ce possible si ces musiques sont tellement différentes? Il doit exister les liens secrets entre ces 2 compositeurs et leur art. Et voilà, le sujet de ma thèse est né. Si on devrait décrire la musique de Claude Debussy, on dirait qu'elle est souple, délicate, connue pour ses mélodies sinueuses et ses harmonies suspendues quelque part entre le réel et l'irréel. Tandis que la musique de Bartók est battue sur des rythmes bruts et des mélodies crues, récoltées directement depuis la terre ancestrale. À première vue, elles s'opposent radicalement. Mais, puisque la musique est le miroir de l'âme, examinons les âmes qui se cachent derrière la musique. Debussy est un produit de la Belle Époque à Paris, avec ses expositions universelles, ses cathédrales de transport et de la consommation en fer forgé et verre qui se construisent comme des pièces montées. Son monde est celui de l'ouverture, d'opulence. Bartók, lui, est ballotté entre différents pays de la Danube, tous sous l'emprise suffocante des Autrichiens. C'est un environnement de soumission, d'endurance, de tension. Encore, Debussy et Bartók se retrouvent très éloignés. Mais, en cherchant au plus profond de ces artistes, on trouve une connexion fondamentale d'esprit qui les unit. Effectivement, ils partagent la même indépendance féroce, la même mission de mettre en valeur leur propre culture et langage, la même solitude, née d'une personnalité introvertie au point d'être incompris. Eureka! On a enfin découvert les liens secrets entre ces 2 compositeurs. Mais cet esprit partagé doit se retrouver également dans leurs propositions, et effectivement, c'est le cas.
Conclusion, Debussy, roi de l'impressionnisme, et Bartók, champion du folklore, sont secrètement des âmes sœurs. Merci beaucoup. Véronica va nous parler, donc nous vient de l'école doctorale de sciences humaines à l'université Olympus de Constanța, et elle va nous parler de la biographie langagière, un outil didactique plurivalent. Bonsoir. Bună ziua! Merhaba, selam, kalimera, dobar den. C'est comme ça que ma journée de professeur devrait commencer dans la classe, mais malheureusement cela ne se passe pas comme ça. Je viens d'une région multilingue et multiethnique par excellence, la Dobruja, habitée par 18 ethnies différentes. Les Roumains, les Grecs, les Tatars, les Turcs, les Allemands. Mais les élèves de collège auxquels j'enseigne, sont-ils vraiment conscients de leur profil linguistique complexe? Pourquoi le jeune turc Emre refuse-t-il de fréquenter la classe de turc? Et pourquoi la petite Arroumaine Kira dit que sa langue maternelle était pourvue de prestige? Et pourquoi la petite Maria, la roumaine, apprend l'ourdou et l'hindi? Et du coup, voilà l'objectif de ma recherche. Susciter des biographies langagières de la part de mes élèves et travailler dessus afin de comprendre leurs relations souvent problématiques avec les langues dans une région multilingue et multiethnique, comme presque en fait toutes les régions du monde contemporain. D'abord, je me suis intéressée aux langues de leur répertoire, des centaines de questionnaires sur les langues qu'ils parlent. J'ai obtenu des réponses intéressantes, mais pas très complexes, et je ne comprenais pas encore le pourquoi des phénomènes. Je leur ai dit donc, et si vous me racontiez votre biographie langagière? Quelques-uns ont dit, oui prof, ils ont commencé à écrire. Quelques-uns y ont renoncé, mais pas Emre, Kira ou Maria. Après quelques mois de travail sur les biographies langagières, j'ai réussi finalement de comprendre le pourquoi. J'ai découvert ainsi ce qui les gêne, ce qui les bloque, ce qui les motive, ce qui les rend heureux ou malheureux dans l'apprentissage d'une langue. Le rapport à la langue maternelle est lié à l'histoire de l'ethnie à laquelle ils appartiennent et ils en sont conscients. Ils véhiculent aussi des représentations stéréotypées sur certaines langues. Ils ne manquent non plus, malgré leur âge assez jeune, une projection très claire de leur avenir professionnel dans lequel seulement quelques langues les plus prestigieuses trouvent leur place. Il faut mentionner également les réseaux sociaux dans lesquels les sujets agissent et qui déterminent leur attitude vers une langue ou une autre. Où j'en suis actuellement, je suis en train de transformer le corpus de biographie langagière dans un outil didactique applicable dans la classe afin que les futurs Emre, Kira ou Maria se positionnent mieux dans le monde des langues où ils vivent. La revedere, herebe, do widzenia. La traduction est à la base de la civilisation humaine parce qu'elle permet la communication des idées dans le monde. Elle est une entreprise parfois difficile parce que chaque langue offre une vision de la réalité différente de celle des autres langues. Par exemple, pour un seul mot italien, nipote, il y a 4 mots équivalents en français. Petit-fils, petite-fille, neveu et nièce. Puis, si on pense à l'expression anglaise top floor, on remarque une perspective du haut vers le bas, tandis que l'équivalent français, dernier étage, suggère une perspective du bas vers le haut. Donc, chaque langue segmente la réalité d'une façon différente. Certains chercheurs pensent que la traduction parfaite est impossible, et la moins possible de toutes serait la traduction de la poésie. Alors, si je prouve dans ma thèse que la traduction de la poésie est possible, je prouve que toute traduction est possible. Le poème ressemble à la statue d'Auguste Rodin. Si en amour on est deux, dans le monde du poème, il faut être deux aussi. D'une part, on a le message du texte
les idées, ce que le poète veut nous dire. D'autre part, il y a la forme esthétique du poème qui consiste en rime, rythme, musicalité, effet sonore. On peut définir le poème comme la mystérieuse coïncidence entre un rythme et une pensée. De cette union indissoluble du son et du sens découle la charge émotionnelle du poème et l'effet qu'il a sur les récepteurs. Ce sont exactement ces aspects que le traducteur doit transmettre dans sa traduction. On peut comparer de nouveau le poème à une statue, parce que le processus de traduction ressemble au polissage d'une statue. La statue, c'est la métaphore du poème. Le traducteur prend la statue et il commence à la polir. Par le polissage, on perd de la matière, parce que toute traduction suppose des pertes. Mais elles ne sont pas irrécupérables, parce que finalement, le traducteur crée une œuvre qui est un peu différente de l'original, surtout en ce qui concerne les mots pris isolément, mais qui provoque les mêmes changements d'état d'esprit sur les récepteurs et qui a la même valeur artistique que l'original. Dans ma thèse, je m'occupe des traducteurs qui ont été aussi des poètes et j'étudie comment leurs œuvres ont influencé leur traduction, comment leur traduction, leurs œuvres et comment le style personnel d'un poète peut se retrouver dans la traduction. Je vous remercie. On dit que le visage est le miroir de l'âme. En effet, une grande partie de la communication interhumaine se fait par le biais du langage facial et corporel. Souvenez-vous, combien de fois n'avez-vous pas lu sur le visage de votre interlocuteur une expression que celui qui l'a manifestée refusait carrément de reconnaître? Où est donc le problème? D'abord, l'éducation. Mark Twain disait que la bonne éducation consiste à cacher tous les biens que nous pensons de nous-mêmes et le peu de bien que nous pensons des autres. Mais, bien que nombre d'entre nous pensions avoir du pif pour lire le cœur des autres, les études montrent que la plupart des gens, même ceux qui se sont entraînés spécialement pour cela, n'y arrivent pas. Et là, il est très facile de se tromper. Il y a cependant certains mouvements faciaux involontaires qui montrent une image claire et complète de l'émotion cachée, les micro-expressions. Si jamais vous apercevez une micro-expression sur le visage de votre interlocuteur, vous pouvez être sûr qu'il vous cache quelque chose, consciemment ou pas. En plus, l'analyse de la micro-expression est universellement valable, car elle se manifeste de la même façon pour tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, leur genre ou leur pays, la France, la Roumanie ou l'Australie, même pour les aveugles qui n'ont jamais vu ni leur visage ni ceux des autres. Mais elles durent si peu de temps, juste une fraction de seconde, et elles sont tellement faibles qu'elles peuvent facilement passer inaperçues. C'est ici que j'interviens mon but est d'aider les psychologues à reconnaître les micro-expressions. En utilisant une caméra haute vitesse, j'ai développé un système de capture d'images capable de détecter les mouvements les plus courts et les plus subtils. Ensuite, je détermine les régions correspondantes de chaque muscle facial afin de détecter et de reconnaître les micro-expressions. En conclusion, j'ai essayé d'analyser objectivement, de manière algorithmique, le visage qui, sans parler, nous dévoile le secret de l'âme. Mais, heureusement, nous ne sommes pas encore arrivés au point où nos âmes sont devenues transparentes pour les ordinateurs. En attendant, souriez, communiquez, exprimez-vous, car tout cela constitue une des plus grandes joies propres à l'être humain. Merci. Bonsoir et joyeuse fête internationale de l'eau. On peut penser aux rivières comme au bassin versant qui transporte les sédiments vers l'aval, aussi comme un sédiment transporte le flux des matières solides et liquides dans l'environnement. Afin de comprendre l'entrée scientifique et pratique de ma thèse, imaginons-nous les rivières comme étant des toboganes aquatiques. Mais attention, car les rivières sans sédiments sont comme un toboggan sans personne pour l'utiliser. Mais comme il serait simple si l'eau et les sédiments glissaient de façon aussi prévisible avec la même vitesse comme dans un parc aquatique, n'est-ce pas? Tout ce que je viens de vous parler s'articule avec l'objectif de ma thèse de reconstituer la trajectoire des alluvions et l'échelle de temps associée à la dynamique hydrosédimentaire du bassin de la rivière Giu situé dans le sud-ouest de la Roumanie. Pour mon équipe et moi, ce projet de recherche
à réclamer une longue prise de temps pour le planning méthodologique. Certes, vous allez vous demander pourquoi beaucoup de bruit pour rien, si nous pouvons de toute façon réduire l'hydrologie à une échelle de toboggan et de bac à sable. Eh bien, cher public, j'ai constaté que mon bassin versant est particulier lors de ma première mission sur le terrain. Je savais qu'il y a des exploitations de charbon depuis des décennies, mais personne ne les avait mises en relation avec le transfert des sédiments. Alors, une fois sur les bords de la Gioux, mes professeurs, pieds dans l'eau, mains dans la boue, m'ont demandé « Mais d'où proviennent tous ces grains noirs dans les sédiments de cette rivière ?» Sans hésitation, j'ai répondu « Ah, il n'y a que de traces de charbon, la pollution des sédiments. » Ils me regardent comme si l'idée salvatrice était issue de la boue. Voilà notre piste de recherche. Équipée de mes bottes et de mon sac à dos, j'ai prélevé des dizaines d'échantillons de sédiments fins qui ont pavé les lits des rivières où on soulevait leurs bancs, couche par couche, crue après crue. Ensuite, au labo, j'ai fait flotter le charbon dans le péché avec la bonne réaction chimique et je l'ai passé sous le microscope pour identifier ces mignons composants organiques, les macéraux, 20 fois plus petits qu'un grain de maïs. Chaque type de macérat de charbon rassemble aux différents débris végétaux qui ont participé à sa diagenèse dans la tourbière. Pour vous donner juste quelques chiffres de mes résultats, une teneur en charbon de 2% dans les alluvions déposées au débit moyen peut monter jusqu'à 15% dans les dépôts de berges au cours d'un épisode de crue capable d'éroder, transporter et stocker des quantités gigantesques de petits cailloux provenant de tout le bassin versant. Le challenge suivant, analyser les sous-bassins qui fournissent la plupart des sédiments en termes de recommandations pour une gestion prioritaire de la part des agences d'eau. Au final, on s'aperçoit que mes grains de charbon m'aident beaucoup à déchiffrer ce mystère. Et figurez-vous que sous l'oculaire du microscope, j'ai découvert à mon lilliputien extraordinaire. Merci. Je suis vraiment arrivé à la fin de mon discours parce que là, franchement, j'espère que le jury s'est décidé entre-temps et j'espère qu'on va pouvoir aller vers les choses qui sont pour l'objectif de notre présence ici, à savoir qui sera le meilleur performeur scientifique francophone de l'année en Roumanie et qui sera celui ou celle qui partira à Lausanne et qui participera à la finale mondiale de ma thèse en 180 secondes en Suisse. Monsieur le directeur, je suis vraiment à court de discours. C'est moi qui prends la parole. Est-ce que vous pouvez nous présenter encore une fois, s'il vous plaît, votre discours? Alors moi, je voudrais d'abord féliciter les participants et donner quelques conseils. On a des concours comme ça tout au long de l'année. On voit des élèves, des étudiants, des doctorants passer. C'est des concours de poésie, des concours de chant, des concours d'argumentation. Là, on a la thèse en 180 secondes. C'est toujours un exercice extrêmement difficile que de passer sur scène, d'aller au-delà de ses limites. Donc d'abord, un grand bravo pour votre travail, parce que je sais que c'est beaucoup d'angoisse et de se dire est-ce que j'ai le niveau de français suffisant, est-ce que j'ai le body language qui correspond réellement à ce que je vais dire. Je pense que, évidemment, il n'y aura qu'une seule personne qui partira à Lausanne, mais malgré tout, gardez cette expérience en mémoire, continuez et revenez l'année prochaine sur ce type d'expérience, que ce soit concours d'éloquence, que ce soit ma thèse en 180 secondes. Travaillez beaucoup votre présentation à l'oral. Essayez en français, essayez en roumain, essayez en anglais, essayez dans toutes les langues que vous pouvez. C'est très important de pouvoir à chaque fois exprimer ce que l'on pense, ce que l'on souhaite faire passer comme message en public. C'est un exercice difficile, mais c'est un exercice fondamental pour les chercheurs, parce que nécessairement vous vous retrouverez dans les colloques internationaux, et je me tourne vers Jean-Luc Belmonte, qui est notre attaché de coopération scientifique et universitaire. Il n'y a rien de pire que d'écouter un scientifique qui ne sait pas parler en public. Parce que on est soit sur son téléphone portable, en train de regarder la prochaine recette de tarte à la fraise qu'on va faire, soit on écrit ses mails à son oncle ou à sa tante parce qu'on a oublié leur anniversaire. En tout cas, on ne fait rien qui soit l'objet pour lequel on est là, c'est-à-dire écouter le scientifique qui parle.
la culture scientifique, la communication scientifique, c'est vraiment une partie importante de votre travail, de même qu'un libraire ne fait pas que vendre des livres, il y a tout un travail en background, et bien, scientifique. Évidemment, vous êtes dans votre laboratoire, vous êtes dans vos recherches, mais si vous n'arrivez pas à exprimer et à communiquer le fruit de ces recherches, c'est d'une certaine manière quelque chose qui manquera dans votre rapport au public, puisque maintenant, aujourd'hui, il y a ce rapport et ce public qui est très important. Donc voilà, quelques conseils, travaillez le body language, travaillez, et vous avez fait beaucoup de travail, mais quelle que soit la gagnante ou le gagnant, il y a encore du travail à faire, parce que je peux vous assurer que le niveau est très très élevé à Lausanne. Donc mon conseil, c'est mettez-vous devant un miroir, regardez-vous bouger. Vous étiez plusieurs à faire ça, à faire des petits pas, à tourner en rond. Donc vous étiez sur un micro-espace de 50 cm². Comment vous bougez vos mains, comment vous tenez votre micro à l'envers, à l'endroit. Vous avez un micro, mais vous parlez comme ça, ce qui fait qu'on n'entend plus rien. Donc comment on joue avec le son, comment on joue avec le regard, comment on joue avec l'intonation de sa voix. Posez votre voix. 180 secondes, ça passe très vite. Il ne faut pas parler trop vite non plus, parce que sinon on n'entend rien. Sur les mots scientifiques, le public ne connaît pas votre domaine scientifique, par définition. Donc sur les mots scientifiques, n'hésitez pas à les énoncer lentement, pour que ça marque votre public. Si vous dites tout le texte à la même vitesse, finalement on n'arrive pas à avoir le message. Essayez aussi d'aller très vite dans les messages que vous voulez passer. Un message, notre cerveau en retient 3 en 3 minutes, pas plus. Donc ayez l'idée de découper votre propos en 3 messages principaux que vous voulez faire passer. Finalement, dites-vous qu'à la fin de votre prestation, qu'est-ce que le public doit retenir? Est-ce qu'il doit retenir le fait que vous aviez mis votre plus jolie robe ou votre plus jolie cravate? Est-ce que le public doit retenir votre coupe de cheveux? Non. Ce que le public doit retenir, c'est les 3 messages essentiels que vous avez voulu faire passer. Et ça va être quelque chose d'important, y compris dans votre vie professionnelle. Pour certains d'entre vous, vous serez certainement professeurs. Vous avez une image, c'est le professeur qui vous déclame pendant des heures leur cours, et c'est très très ennuyant si on n'a pas un professeur qui sait nous dire voilà, quels sont les 2-3 points importants qu'il faut retenir. Mais on attend André, encore 2 minutes, 180 secondes. Je vous assure, je suis arrivé en plein comptage. C'est toute une mathématique qui s'est mise en marche. C'est très serré. Bon. C'est très serré. C'est très serré. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Vous vous sentez à l'aise? Vous attendez? Vous êtes dans l'angoisse? Bon. Je vois qu'il y a des plus jeunes qui sont déjà partis dans d'autres univers. C'est quoi? C'est Warcraft? Non, mais je pense qu'on peut faire quand même un petit tour en fait des candidats pour voir pourquoi ils se sont motivés, pourquoi ils se sont mobilisés en fait pour venir nous parler. Finalement, ils auraient pu rester. Oui, vous auriez pu rester chez vous et pas vouloir candidater. Et vous êtes dans le fond, il y a aussi d'autres étudiants, des doctorants. Est-ce qu'il y a des doctorants parmi vous? Non? Des futurs doctorants? Des doctorants passés? Bon, alors on va essayer de passer le micro à chacun pour dire simplement pourquoi vous êtes venu. Le micro étant un peu court. Non, ça va aller? Ça va aller. Formidable. Voilà. Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Ça s'est assez bien passé. Je suis venue pour essayer de présenter d'une manière compréhensible, c'est le but de présenter une synthèse de mes recherches qui ne sont pas encore finies. D'accord. J'espère qu'elles le seront. Qu'elles iront bien. Bonjour, je viens parce que il est une nouvelle expérience pour moi. Je vais vous présenter mon domaine de travail et
Je pense qu'il nécessite un peu plus de publicité. D'accord. C'est une excellente raison, en fait. Vous pouvez passer Bonsoir. En fait, je pense que je suis venue par curiosité, premièrement. D'accord. Parce que j'ai voulu connaître des personnes qui sont passionnées par la science. Et voilà, parce que je suis en première année, j'ai voulu présenter un peu mon projet, parce que je suis seulement entrée dans le domaine. Et voilà. Très bien, très bien. Bonsoir. Je voudrais faire connaître mon propre concept intellectuel. Il est très important pour moi. Un tout petit peu. Il est très important pour moi. Et pour l'expérience. Super. Ici devant. Non, ici devant. Je suis ici parce que je veux améliorer mon niveau de français. Donc, je dois me poser dans des situations comme je dois parler. Et aussi, je dois promouvoir le programme Erasmus. Et ça, c'est une bonne occasion pour faire ça. Tout à fait, exactement. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires du programme Erasmus. Donc, vous pouvez inspirer un tout petit peu tout le monde. Oui, bien sûr. Très bien. Bonsoir, je suis venue ici pour l'expérience parce que d'habitude personne ne comprend ce que je fais. Quand je lui dis ce que je fais, je voudrais voir si je peux raconter ça en 3 minutes et si les gens comprennent et pour améliorer mon français. Et sans micro-expression faciale si possible, non? Nous on a compris, on n'ose plus vous regarder. Bonsoir, je suis venue pour présenter ma thèse et aussi pour connaître mes collègues et pour socialiser. Très bien. Bonsoir encore. Oui, un tout petit peu plus près. Oui, moi je suis venue pour rendre vivante et pour faire plus dynamique cette grande écrivaine qui est Marguerite Yourcenar, mais aussi pour donner voix aux essais, des écrits magnifiques et qui sont toujours d'actualité. Voilà. D'accord, merci. Alors vous avez une histoire là derrière. J'ai une petite histoire, oui. En tous les cas, moi j'aimerais bien parler de la musique classique parce que je trouve que c'est un art qui est magnifique et qui a des choses à raconter au plus profond des gens, mais malheureusement les gens n'osent pas venir envers la musique classique. Donc c'était un très bon exercice et une opportunité pour essayer d'approcher la musique classique envers les gens de tout horizon. Je vais faire vraiment une question, c'est le journaliste à moi qui parle. Donc, comment ça se fait qu'une Américaine naturalisée française arrive à étudier en Roumanie? Très bien. Voilà, la réponse est là. Voilà. Mais je suis très, très heureuse ici, ça fait 4 ans maintenant que je suis en Roumanie. D'accord. Ouais. Et donc vous dirigez Tout à fait, j'ai eu des concerts à l'Opéra National à Cluj, l'Opéra Magyar aussi à Cluj, et je viens de fonder TOA, qui est le Transylvanian Opera Academy, qui est la première académie pour les jeunes talents dans l'histoire du pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour, bonsoir. Je vais me permettre une petite blague. Je suis venue ici parce que ma coordinatrice de thèse qui est présente ici et mon mari, qui lui aussi est présent, me conseille toujours de parler moins parce que je parle trop. Et je suis venue ici pour apprendre à commencer à parler moins. Je vous remercie. Bonjour. Ma raison, c'est à peu près la même. Parce que moi, quand je participe aux conférences, par exemple, on a toujours 10, 15 minutes pour parler. Et moi, j'ai de très grosses difficultés à résumer tout en 15 minutes. Et donc, pour moi, c'est un vrai exercice de pratiquer le résumé de ma thèse en 180 secondes et de manière ludique pour que tout le monde comprenne. Merci de passer à Lina également. On va faire une petite vague. Alors bonsoir, je suis ici en fait pour pouvoir sortir de notre zone de confort et de pouvoir s'exprimer devant tout le monde. C'est pas une occasion qu'on a tous les jours. Et pour un scientifique, il va s'exprimer devant les gens, pour des conférences, pour des communications. Alors c'était l'occasion pour commencer.
C'est ça, merci. Merci, merci. Je pense qu'on peut les applaudir tous encore une fois. Donc, si vous voulez bien, nous allons passer en fait à l'annonce des résultats. Ce qui est certain, les 12 candidats, vous étiez excellents. Vous avez présenté vos travaux, bien sûr, avec beaucoup d'émotion dans certains cas, mais vous étiez très bons. Et les notes, je vous assure qu'ils étaient très proches, vraiment. Mais le hasard fait, même à un point, ça nous a permis de vous partager. Donc, le résultat final, je vais essayer de vous l'annoncer simplement en commençant. Je vais commencer par le 3e prix. Le 3e prix, la personne, elle nous vient d'Ayash. Elle a travaillé sur la traduction de la poésie. Elle s'appelle Johanna Ikim. Voilà. Merci, félicitations. Vous pouvez rester avec nous ici. Ouais, merci. Merci et bravo. Oui, vous restez avec nous. Pour le 2e prix, c'est une candidate qui a travaillé, qui nous vient d'abord de Bucarest. Les chances commencent à... Et elle a travaillé sur la dynamique sédimentaire d'un bassin versant. Elle s'appelle Gabriela Monchal. Donc nous offrons un séjour en France pour une personne, voilà, pour le 2e prix du jeu. Merci. Mon Dieu, la a été validée. Et nous passons au 1er prix. Le 1er prix. Alors le 1er prix, comment dirais-je, passionnant. Je vais donner quelques indices en commençant par dire Ni hao, Tashidele, Konnichiwa. On me vient de Debrosa, Constanza, Dorocade. Restez là, mademoiselle, avec nous, voilà. Et vous pourrez partir comme ça aussi. Oh mon Dieu. Pour rejoindre les lieux des langues que vous avez citées. Pour Lausanne, mais nous avons encore un prix, Marine, nous avons le prix du public, parce que, bien évidemment, vous avez voté, et donc, le 1er prix, le prix du public. Le jury, si le jury peut nous rejoindre pour annoncer le prix du public. Alors, je voudrais d'abord féliciter tous ceux qui ne sont pas sur le devant de la scène, mais vraiment bravo pour vos prestations. Et donc, le prix du public, je les laisse... Marine, c'est vous qui l'annoncez? Ok. Alors, quel suspense. Alors, il se trouve que le public a été, on va dire, en phase avec le jury, puisque le public a voté également pour Véronica Hadji. Voilà, quelques conseils à donner à votre successeur sur la scène de Lausanne? J'ai juste quelque chose tout simple à dire en fait. Il faut juste profiter. Il faut vraiment profiter parce que c'est vraiment une expérience magnifique. Donc, bon courage et félicitations. C'est une soirée magnifique et merci de me donner l'opportunité de participer ce soir ici. Merci et bon courage de nouveau. Merci beaucoup. Tu vas bien aimer. J'en suis sûre. Tu vas vraiment bien aimer. Je félicite vraiment tous les candidats. Je vais vraiment inviter les autres candidats à venir vers ici, avec nous. Voilà, alors juste avant, je vais
Je vais remettre un petit cadeau aussi à tous les participants. Et puis ensuite, on pourra monter tous ensemble sur la scène, sur les photos. Et avant de passer en fait à la photo et aux photos en général, j'aimerais bien aussi qu'on applaudisse quelqu'un qui finit en fait sa mission en Roumanie avec ce projet. C'est Marine Villemur, c'est son dernier projet avant la fin de sa mission. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, on va monter, je pense, sur scène pour les photos.